Bonjour à tous et à toutes. Vous avez sans doute déjà entendu ce chant. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Mais savez-vous que derrière cet hymne résistant bien connu se cache en fait une femme d'origine étrangère? Anna Betulinsky est née en 1917 dans une famille aristocrate russe, une famille de Russes blancs comme on dit. Malheureusement pour elle, on est en pleine révolution russe et son père est fusillé avant même qu'elle n'ait le temps de le connaître. Alors qu'elle n'est encore qu'un bébé, sa mère prend la décision d'immigrer. Toute la famille Betulinsky, c'est-à-dire Anna, sa grande sœur Marina, leur mère et leur gouvernante, se déguisent en paysannes et cachent leurs bijoux dans la doublure de leur manteau. Ainsi, elles parviennent à quitter la Russie sans encombre. Elles arrivent en France, elles s'installent à Menton sur la Côte d'Azur. Elles vivent un peu au jour le jour. La mère donne des cours de langue. La gouvernante fait des ménages et garde aussi des enfants. Très jeune, Anna éprouve donc une haine vis-à-vis des communistes. En revanche, elle a une certaine admiration pour les soldats et les militaires. Elle rappelle souvent le souvenir d'un de ses ancêtres, son arrière-arrière-grand-père, le comte Patlov, qui a combattu les armées napoléoniennes. Elle apprend le chant et la danse. Quand elle a 13 ans, elle reçoit comme cadeau une guitare. En 1934, alors qu'elle a 17 ans, elle monte à Paris. Elle essaye de percer, mais ses débuts sont difficiles. Elle prend alors le pseudonyme de Marly, un nom qu'elle a trouvé au hasard en feuilletant l'annuaire. En 1936, elle est repérée par les ballets russes et elle fait sa première tournée européenne. Malheureusement, cette tournée se termine en banqueroute pour la compagnie et Anna doit quitter la troupe à contre-cœur. Elle découvre le milieu du music hall. Elle est employée au Sherazade à Paris. Puis elle repart à Bruxelles et aux Pays-Bas. C'est là qu'elle rencontre le baron Johann Cassel von Dorn, aussi appelé Jean. Il lui parle rapidement de mariage et les deux se marient en 1939. Anna est alors enregistrée à la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, dont elle est d'ailleurs la benjamine. Mais tout n'est pas toujours rose. Son mari aimerait qu'elle arrête sa carrière et il veut qu'elle détruise toutes ses photos professionnelles. Mais Anna résiste. Au début de la Seconde Guerre mondiale, elle est surtout frappée par le manque d'action et l'inactivité de ses concitoyens. La guerre a un mot qui sonne curieusement pour les jeunes, terriblement pour les aînés. En vain, je cherche une réaction autour de moi, un cri de colère ou de douleur. Mais rien n'a changé pour le moment. Anna et son mari prennent la route de l'Exode. Après un court passage en Espagne, ils s'arrêtent à Lisbonne, au Haut Commissariat aux réfugiés néerlandais. Un an plus tard, en 1941, son mari est demandé pour un poste ultra secret à Londres aux côtés des forces françaises libres. Bien sûr, Anna accepte de le suivre. Sur place, elle se propose comme cantinière. Le travail est fatigant, l'emploi du temps est chargé, mais elle se sent heureuse, elle se sent utile. Elle croise d'ailleurs le général de Gaulle. Elle le trouve particulièrement désagréable. Il n'arrête pas de râler parce que, selon lui, la soupe n'est pas assez chaude. Ce qui est merveilleux pendant la guerre, c'est ce contact inaltéré des humains, sans préjugés ni réticence. On est davantage frères, les relations sont simples, l'amour y prend sa place. C'est normal, les hommes viennent de loin, ils ont perdu leur foyer.
Le désarroi est un peu aphrodisiaque. Pourtant, chacun appartient d'abord à son devoir, et de ce qui se noue, rien ou presque ne sera définitif. Anna pense d'abord à s'engager comme infirmière. Elle trouve finalement un emploi dans un cinéma. Elle travaille comme ouvreuse et comme projectionniste. Un jour, elle fait écouter ses chansons à son patron. Le directeur du cinéma est subjugué. Il lui propose de ramener sa guitare et de venir chanter juste avant les actualités. À l'époque, tout le monde n'avait pas un poste de radio et pour connaître les nouvelles, il fallait aller au cinéma où des petits films d'actualité étaient projetés juste avant le film. Anna rejoint ensuite le théâtre aux armées, une troupe qui joue dans les casernes, dans les campements militaires et qui a pour but de redonner du baume au cœur des soldats. Un jour, alors qu'elle se trouve sur une base navale anglaise, elle improvise un air de musique et elle écrit quelques paroles en russe. Elle appelle cette chanson La marche des partisans. C'est un chant en hommage aux soldats. Elle utilise la métaphore du vol des corbeaux. Lorsqu'elle a fini de chanter, il y a d'abord un grand silence, suivi d'une standing ovation. Elle diffusera ensuite cette chanson sur la BBC. La radio anglaise la renommera Gorilla Song. Anna gagne une petite popularité et elle s'éloigne de plus en plus de son mari. Un jour, elle est invitée par Henri Freinet, le cofondateur du réseau de résistance Combat, à une soirée avec des résistants français. À la fin de la chanson, un homme qu'elle décrit comme une espèce de géant chevelu se lève et s'écrie « C'est ça qu'il nous faut pour la France ». Elle a un peu honte de l'admettre, mais cet homme qu'elle n'avait pas reconnu, c'était Joseph Kessel, un aventurier, aviateur, résistant et écrivain. Ce jour-là, il est présent avec son neveu Maurice Druon et avec Germaine Sablon, la compagne de celui-ci. Joseph Kessel et Maurice Druon vont voir Anna. Ils vont traduire sa chanson en français. Ils réalisent une version assez différente de l'original. Ils gardent seulement la métaphore du vol des corbeaux. Ils donnent aussi à la chanson son titre définitif, Le chant des partisans. Lorsque mon chant des partisans a été adopté pour les résistants français, j'ai vibré de nouveau en l'interprétant pour eux. Ce chant est venu du plus profond de moi, comme un cri de guerre. Anna se produit alors un peu partout, dans des salles, mais aussi à la radio. Durant ses années à Londres, elle dira plus tard qu'elle n'a pas ressenti de tristesse, mais plutôt un immense espoir. Elle donnait environ 2 concerts par jour. À la Libération, elle attend un ordre de mission pour pouvoir rentrer en France. Alors qu'elle se rend à un concert privé chez ses amis, un homme l'interpelle. Il se propose de l'aider à porter sa guitare. Il entame une petite discussion avec elle et il lui demande si elle n'est pas communiste. Anna est vraiment indignée. Elle lui répond que son père est mort à cause du régime bolchevique et que le reste de sa famille a dû fuir la Russie. L'homme tente de la convaincre. Il lui dit que les Comintern ont changé et que les hommes aussi, qu'il y a maintenant beaucoup de communistes dans la résistance. Anna rétorque « Les Russes se battent pour leur patrie, vous n'avez pas de patrie, le Parti communiste vous tient lieu de religion. » Elle dit à l'homme qu'il a subi un lavage de cerveau. Le 17 juin 1944, Anna va enfin chanter pour la radiodiffusion française. Elle va chanter en présence de De Gaulle. Elle se sent minuscule, elle a le tract, mais elle ne perd pas son sang-froid. À la Libération, elle enregistre 3 titres. Paris est à nous, la complainte des partisans et le chant des partisans.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le chant des partisans n'était pas énormément diffusé dans la résistance, puisque sous l'occupation, c'était difficile, même quand on était résistant, d'avoir un poste de radio. Et c'est surtout à la Libération qu'il va être repris comme un symbole d'unité dans la résistance, puisqu'il met tout le monde d'accord, contrairement à l'Internationale qui était le chant des communistes et à la Marseillaise qui avait plutôt été reprise par les gaullistes. Anna connaît aussi des difficultés. Elle est choquée par l'épuration. Elle cite l'exemple d'une de ses amies d'origine russe qui a été emprisonnée alors qu'elle n'avait pas collaboré, simplement parce qu'elle avait accueilli des clients allemands dans sa boutique. Ses relations avec le baron sont de plus en plus tendues. Il est extrêmement jaloux et devient parfois violent verbalement. Elle finit par divorcer. 3 ministères, le ministère de l'Information, le ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministère des Affaires culturelles, choisissent Anna pour aller représenter la chanson française en Amérique latine. Elle quitte la France en se disant dégoûtée car les communistes sont de plus en plus nombreux. Elle part pour l'Argentine où elle rencontrera celui qui deviendra son deuxième mari, Yuri Smernov, qu'elle épouse en 1947. Elle a d'ailleurs une petite anecdote, alors qu'elle allait chanter le chant des partisans, une bagarre éclate entre ses spectateurs d'un côté et de l'autre des partisans du Troisième Reich qui se sont infiltrés dans la salle. Elle part ensuite aux États-Unis. Son chant va bien sûr être repris un nombre incalculable de fois. Il est entonné par les Viet Minh, ces Vietnamiens qui combattaient pour prendre l'indépendance de leur pays par rapport à la France. Anna ne se sent pas vraiment impliquée dans la lutte anticoloniale, mais elle dit qu'elle est aux côtés de ceux qui souffrent, des Vietnamiens dans les rizières et sous les bombardements. Ironie du sort, sa chanson est aussi reprise par les partisans de l'Algérie française. Anna aime bien la version de Johnny Hallyday, mais elle déteste la version rap qu'elle juge immonde. En 2000, alors qu'elle a plus de 80 ans, Anna chante pour la dernière fois le chant des partisans à la chapelle Saint-Louis des Invalides. Elle est décédée en 2006. Lors d'une interview, le journaliste lui demandait quel était son message pour les générations futures. Elle lui a répondu d'abord qu'elle n'oublie jamais le sacrifice des résistants et qu'elle s'inspire de leur amour immense pour la patrie. Qu'elle n'oublie pas non plus le courage des femmes de la résistance, comme Marie-Madeleine Fourcade. Ce chant, c'est une leçon d'humanité et d'amour. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.